Donc, si tu aimerais une maison, mais tu ne sais pas où commencer, cet atelier est pour toi. Cette série est offerte en collaboration avec l'agente immobilière Oumu Samake et le Centre francophone du Grand Toronto. Ensemble, on t'enseignera tout ce qu'il y a à savoir sur le marché immobilier et les ressources LGBTQIA+ disponibles en Ontario de certaines villes à l'extérieur du GTA. C'est vrai, il y a une vie à l'extérieur de la grande ville. Est-ce possible? Oui. Donc aujourd'hui, dans le premier volet de notre série, nous allons voir les bases de l'immobilier au Canada. Alors, acheter une maison dans cette économie, c'est possible. Alors, notre cher Oumu nous guidera, mais n'oubliez pas de revenir pour nos deux autres ateliers. Les autres thèmes seront la planification financière pour acheter une maison, qui sera le jeudi 2 mars à 19 heures, ainsi que les programmes d'appui pour l'achat d'une maison, qui sera avec le Centre francophone le 21 mars encore à 19 heures. Alors, pour notre première séance sur 3, j'ai le plaisir de vous présenter notre animatrice, Oumu Samake, agente immobilière francophone. Alors, je cède maintenant la parole et l'écran à Oumu. Merci beaucoup, Melika. Bonsoir à tout le monde et merci infiniment d'être présent aujourd'hui pour la présentation. N'hésitez pas, j'aime une présentation plus communicative. N'hésitez pas d'enlever vos micros, de me poser des questions et aussi de vous introduire. Ça me ferait plaisir. Donc, je vais commencer à partager mon écran et puis on va commencer, OK? Encore une fois de plus, c'est pas une conférence là, c'est une discussion entre nous. Bonsoir, John, bienvenue. Bonsoir, Melika. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. OK. Et c'est parfait. C'est en mode présentation. Merci. Parfait, ça marche. Vous êtes un peu plus caché. J'aime voir tout le monde. Attendez. Parfait. Faudra que je réduise un peu. OK, ça marche alors. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue. Mon nom, c'est Oumu Samake. Je suis agente immobilière bilingue à Toronto et puis ses environs. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu plus des bases de l'immobilier. Qu'est-ce que l'immobilier? Pourquoi l'immobilier? Etc. Je pense qu'on doit admettre des gens. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi, comment tu vas? Moi, c'est Serge. Oh, wow, Serge, tu as beaucoup d'énergie. Merci beaucoup, je vais très bien. Ça fait plaisir. Donc, moi, c'est Oumu Samake. Je suis au Canada, ça fait plusieurs années, en tout cas plus de 10 ans. J'ai commencé au Nouveau-Brunswick et puis après, je me suis retrouvée au Québec. Et là, maintenant, je suis en Ontario. Donc, je suis originaire du Mali. Et puis, un peu à propos de mon parcours, j'ai commencé à faire des études ici au Canada dans plus administration, gestion de projet. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans l'événementiel, aussi après dans le développement des affaires avec des chambres de commerce et dans la gestion de projets construction. Et après, je me suis retrouvée maintenant dans la vente de l'immobilier pour aider des personnes comme vous qui ne connaissent pas l'importance ou qui ne savent pas où s'orienter pour avoir des informations sur l'immobilier. Vous et moi, nous sommes les mêmes. Donc, posez des questions parce qu'on a tous commencé par là. Moi, ça a commencé par la curiosité de je ne savais pas. Je voulais m'informer. Je voulais investir dans l'immobilier. Et je ne trouvais pas beaucoup de francophones en Ontario qui pouvaient m'aider en ce moment à investir dans l'immobilier. Mon anglais n'était pas aussi, élevé en tant que tel. Donc, et puis en même temps aussi, notre parcours, c'est que j'ai grandi dans une famille d'immobilier. Mes parents sont dans l'immobilier. Donc, pour moi, c'est un peu comme une suite naturelle. Dans mes temps libres, j'aime explorer, j'aime rencontrer des gens, j'aime partager mes savoirs, etc. J'aimerais entendre parler de vous, OK? Donc, l'agenda aujourd'hui, on va parler de pourquoi l'immobilier. L'immobilier au Canada, qu'est-ce que vous devez savoir? Est-ce que je dois louer ou acheter? Je pense que c'est la question de beaucoup d'entre vous.
quelles sont les villes les plus abordables? Quelles sont les villes qui sont pro-LGBTQIA+, et puis les processus d'achat, OK? Et puis des questions si vous en avez. Questions jusqu'à date. OK. Donc, on continue alors. Alors, bienvenue. Encore une fois de plus, ce ne sera pas une présentation, c'est une discussion. J'aimerais entendre parler de vous, votre nom, d'où vous venez, pourquoi vous êtes intéressé par cette formation. Qui veut commencer? Brièvement. Je vais vous nommer en ordre. Alors, John, veux-tu aller en premier? Ok, bonsoir. Bonsoir. Moi, je me suis intéressée particulièrement à ce programme. J'ai vraiment tenu à assister à ce programme parce que je peux dire, je me suis déjà engagée sur quelque chose comme ça et puis je n'avais pas des bonnes informations. Et puis, présentement, quand j'ai suivi que vous allez présenter ça, j'ai dit, bon, il faut que je saute sur l'occasion pour poser toutes les questions qui me rongent dans le cœur depuis un certain temps. Donc, c'est pour ça que je suis ici, pour poser mes questions et peut-être avoir une réponse. Ça sera avec plaisir, John. OK, qui d'autre la prochaine? C'est Serge. Serge, es-tu capable de parler ce soir? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Vous ne me Serge. croyez pas parce que je suis dans le trafic. Je suis en train de rouler. Mais je suis effectivement là, ce qu'on est en train de faire. Moi, je suis intéressé aussi par ce débat parce que ça me fait plaisir. J'ai besoin aussi d'avoir une voix et être partenaire d'une maison. Donc, c'est pour ça que je suis avec vous. Parfait. Et John, est-ce que tu viens de quel pays? Juste par curiosité. Si tu n'es pas à l'aise, n'hésite pas, c'est OK. Non, moi, je suis camerounaise, 100%. Ah! Ma soeur, comment tu vas? Ah, je vais bien. Moi aussi, de même, je suis Camerounais, mais avec les Maliens, nous avons un même grand-père. L'ancien président, son grand-père était malien. Eh bien, dis donc, bienvenue alors. Merci beaucoup. Je pense que Mohamed, aimerais-tu aller prochain? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Mohamed. Je suis Mohamed Magassa, je viens du Mali. Oh, c'est un frère. Ouais. Je suis soniquais et je suis au Canada pour les études. Je suis là il y a 1 an, 5 mois. OK. Je m'intéresse beaucoup à l'immobilier parce que c'est un côté qui prend de l'ampleur de jour en jour. Et investir dans l'immobilier, c'est comme avoir une assurance de vie pour toi, celle des enfants et tout. Malheureusement, nous avons eu des personnes qui nous avons essayé de discuter de cette affaire qui nous ont pas donné des informations aussi précises parce qu'ils nous ont dit l'immobilier en Ontario, c'est cher et tout, et l'assurance. Donc, ça fait que nous avons une idée aussi mal du domaine. Donc, ce soir, peut-être avoir des idées claires sur ce domaine, ça va beaucoup nous aider. En tout cas, on va clarifier tout ça ce soir. Plaisir de t'avoir aujourd'hui. Qui d'autre? On va passer un peu plus. Hello? Allô, Oui, bonsoir, Tamba, Tamba. vas-y. Oui, moi c'est Tamba Traoré et je suis ton frère aussi, je viens du Mali. Ah, c'est ça, parce que je me suis dit, Tamba, généralement, c'est les premiers fils. Oui, effectivement. Okay. Bon, j'aimerais payer une maison, donc je pense que c'est intéressant de savoir tout ce qui est dedans. Parfait. Donc, on va partager beaucoup. Une autre personne? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bézi, est-ce que je prononce bien? Baro. Oh, Baro, OK. Bonsoir, Baro. Oui. Ah, Aïchata, comment tu vas? Je vais bien, merci. Ah, bien sûr, je suis aussi malienne burkinabé.
Oh, OK. Décidément, on est nombreux ici, hein. Bah, je sais que je vois. Ok. Et, Ça me plairait d'apprendre aussi sur l'immobilier. OK. Je ne suis pas prête à payer maintenant, mais j'aimerais bien comprendre et puis voilà. Peut-être qu'un jour, je vais me jeter là-dedans, qui sait. Il n'y a pas de souci. On va te préparer pour ça. Oui. Yacouba, Euh, ok. merci Hein? beaucoup, Aissata. Merci bien. Mhm. Yacouba, vous voulez parler? Oui, bonsoir. Bonsoir, Yacouba, comment tu vas? Oui, ça va un peu. Et vous? Je vais très bien. Ah, Dieu merci. Moi, j'ai quitté au Mali. Je m'en- J'ai quitté au Mali, j'ai un problème là-bas OK. et je peux pas les retourner à notre pays. D'accord. En tout cas, on espère ça. Et qu'est-ce que tu espères retirer de l'événement de la formation de ce soir? Oui, j'ai déjà fait ça et il m'a donné un fiche Mhm. et en plus, il m'a ajouté le groupe. OK. Mais, Mhm. mais en cas tout ça, j'ai pas la moyen pour prendre les avocats. Tu vois. Avocat pour quelle raison? Dis-moi. As-tu des problèmes avec un achat que tu faisais au Canada ici? OK. On passe à Alain. Bonsoir, Alain. Moi, c'est Alain Campente. Je viens du Cameroun. Ah, Je vis à bonsoir, mon frère. Brampton. Mhm. Oui, je suis intéressé par le programme car dans l'avenir, je compte acheter une maison dans le Canada et peut-être faire dans le l'immobilier, qui sait. Qui sait? Seul l'avenir vous dira. Suivez juste votre passion. Qui n'a pas parlé? J'ai Serge, j'ai Mohamed, j'ai Tamba, j'ai Et Aissata, j'ai Patrick, Yacouba. tiens, Patrick, veux-tu prendre la parole ou es-tu capable de prendre la parole? Oui, je voudrais placer un mot. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Oumou. Oui, le sujet en lien avec l'immigration me tient vraiment à cœur. OK. Oui, parce qu'en tant qu'une personne immigrante LGBTQI+, si OK. j'ai pas pu y se confort dans mon pays d'origine, j'aimerais quand même acquérir ou investir, avoir ma propre maison ici au Canada. Mhm. Parce qu'il y a toujours il y a toujours ces sérieux problèmes-là déjà au niveau des colocations. Si vous ne partagez pas vous ne partagez pas la même orientation sexuelle avec la personne, c'est déjà un grand défi. Mhm. Et louer, on ne le souhaite pas aussi longuement. Et avec la colocation, il n'y a pas vraiment d'intimité. Mhm. Et voilà, surtout que j'étais victime aussi à une expulsion illégale dans mon pays, toujours en lien avec mon orientation sexuelle. Et Mhm. je rêvais peut-être devenir propriétaire de l'autre côté. Et comme je suis ici, je crois que je vais acquérir de très bonnes expériences, des informations qui me permettront d'avoir un chez moi. Voilà, c'est un peu Non. ça. Bienvenue au Canada. C'est un pays qui accueille tout le monde. Peu importe ton orientation, ta couleur, tu es court, tu es long, tu es gros, on s'en fout. Tant que tu es humain, bienvenue parmi nous. Euh, Merci, merci. Je compte énormément sur ton expertise. Et à la prochaine personne, très Et rapidement pour on puisse commencer. alors, Gary, ensuite Joanne. Bonsoir. Bonsoir, Gary. Est-ce que tu nous entends? Oui. Ah, bonsoir, Gary. Je pense que ton micro est... Je
issu de deux pays, les Ok. deux villes les plus proches du monde. Les plus Je proches. suis issu de deux villes les plus proches du monde, Kinshasa et Brazzaville. Excuse-moi, Bon, Gary, tu coupes beaucoup. Je suis Peux-tu nouveau écrire dans le chat? et Il a dit je souhaite le Kinshasa et futur. Brazzaville. beauté, Je beauté. souhaite avoir mon propre. Je pense qu'on va, Gary, le temps que tu ajustes ton micro, on va juste passer à notre personne très rapidement. Alors, bonjour, moi c'est Joanne, je suis originaire du Canada, j'ai grandi au Québec, alors je suis un peu une expat aussi, ici à Toronto. je Bonsoir, je me Joanne. comprends. J'ai toujours pensé que je pouvais pas m'acheter une maison, mais là, je me demande si j'ai les moyens de ne pas en avoir une finalement et C'est d'être ça, tu ne peux pas te locataire pour le permettre. restant de mes jours. Alors, je suis curieuse de vous entendre et de trouver des solutions, quoi, pour acheter quelque chose, probablement pas ici à Toronto, probablement au Québec ou dans le sud. Qui sait? Qui sait? Projet de retraite. Merci. Bienvenue, Joanne. On va tout éclaircir aujourd'hui. Qui d'autre? Très rapidement, pour qu'on puisse s'introduire. Nérouz, ensuite Georges Lee. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Alors, moi, c'est Nérouz. Nérouz et je suis du Burkina Faso. Du Burkina, enchanté. Oui, du Burkina, enchantée. Je suis quand même ici depuis quelques années et je suis intéressée à acheter une maison dans le futur. Alors, je suis bien curieuse d'entendre toutes les informations que vous avez à partager. Il n'y a pas de souci. Je sais pas, Merci. travailles-tu maintenant ou es-tu étudiant? Je dirais travailleur à recherche d'emploi. Ok, ça marche alors. Bah, si quelqu'un a des opportunités, n'hésitez pas à le partager avec Nérouz. Merci. Nérouz, juste en parenthèse, qu'est-ce que tu cherches? Désolée pour le bruit de fond. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu cherches? Côté emploi? Emploi, oui. Tout ce qui est dans l'administration surtout. Ok. Et, oui, pardon? Donc, c'est quoi ton background professionnel? Comptabilité, finance, économie, gestion de projet? Je suis en train de vouloir m'orienter vers la gestion de projet. Mais si background, c'est vraiment juste l'administration et puis tout ce qui est comme service à la clientèle. Mais là, j'essaie de quitter cette zone. Okay. Donc, tout ce qui est l'administration ou tout ce qui touche à la gestion de projet. D'accord. Si quelqu'un a des positions dans gestion de projet, project coordinator, project manager ou business development dans la gestion de projet, n'hésitez pas de partager avec Nérouz, ok? Merci. Nérouz, je te garde en tête aussi. D'accord, merci beaucoup. Ok, qui d'autre? Georges Lee, ensuite Khaled. Donc, oui. Bonsoir, Georges-Laine. Bonsoir, désolée, je cherchais mon micro, je viens tout juste d'arriver à la maison. Je m'appelle Georges Lee, je suis travailleuse en établissement chez Franco Queer. Je suis extrêmement curieuse d'avoir toutes les informations pertinentes pour l'achat d'une maison, surtout que je suis très inquiète en attendant l'arrivée de ma famille dans les mois à venir. Oh. Donc, je suis curieuse et très inquiète. Donc, je pense que je vais trouver des solutions appropriées, même avant de pouvoir procéder à l'achat. Je vais faire mon moyen pour partager. Si vous avez des questions sur des points que je n'ai pas éclaircis, c'est une conversation, ce n'est pas une conférence, OK? La prochaine personne, c'est Khaled. Khaled, ensuite Yann. Hello tout le monde, je suis Khaled. Ça fait 8 mois que je suis au Canada et je veux déjà acheter un appartement, même si je ne travaille même pas encore. et je suis de la frontière nord-est du Mali. Le Maroc, non, nord-est, Algérie. Ben voilà, le Maroc, il est trop loin du Mali quand même. Salam, mon frère. Merci, enchanté. Yann, es-tu prêt?
Anne-Théane, aimerais-tu te présenter? Je pense que son micro n'est pas. C'est pas grave, je vois Maïmouna. Oui, Maïmouna, vas-y, ma chère. Ensuite, Gérald. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maï Diomandé, je viens de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, enchantée. Voilà, enchantée, oui. Moi, ça m'intéresse, mais je voulais savoir, avec nos petits moyens, est-ce que c'est sûr, on peut acheter une maison au Canada ici? Il faut oser y croire. Mon slogan, c'est oser y croire. Ok, tout est possible. Ça marche. Et maintenant, on part à la personne suivante. Gérald. Bonsoir, moi c'est Gérald. Je viens du Burkina. Du Burkina. Oui, le truc est que je travaille déjà dans la construction, rénovation et puis construire une maison. Je sais très bien comment on monte une maison, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on achète une maison. Ah ben, il faudra qu'on change ça. Bon, voilà pourquoi je suis là. Voilà. On va changer ça. J'espère. Gardez Gérald en tête pour les fixer-upper. On va voir les différents types de maisons. Alors, il est un bon allié. Il est un bon allié, ça sera un partenaire. Est-ce qu'on a fait le tour de la table? Si je vous ai oublié, prenez la parole maintenant, s'il vous plaît. Une fois, deux fois, trois fois. Bon, on commence alors. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Je suis ravie de connaître tous les backgrounds, cette diversité en tant que telle. J'admire la diversité parce que moi, je suis sûre que je vais apprendre de vous aussi, pas juste de moi. Donc, on va commencer la présentation. Maintenant, pourquoi l'immobilier? Une question simple. J'aimerais que vous répondiez dans les commentaires. Pourquoi l'immobilier? Pourquoi cet intérêt dans l'immobilier? Chaque personne, mettez dans les commentaires maintenant. Je vous donne juste 1 minute environ pour que vous me dites pourquoi l'immobilier pour vous. Alors, on a investissement, penser à nos enfants, les prix augmentent continuellement. Il y a du monde qui aimerait investir en immobilier. Investissement, sécurité, puis espace privé. Ouais, vivre en coloc, pas toujours idéal. Se financer plutôt que payer l'hypothèque de notre propriétaire. Oui, investir en soi-même, c'est vrai. Investissement et logement pour la famille. Wow. Vous avez de très bonnes raisons d'investir dans l'immobilier. Donc, les 1 minute sont passées. On va continuer. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, levez les mains ou juste mettez vos micros et puis posez les questions, OK? Maintenant, pourquoi l'immobilier? L'immobilier versus le marché boursier. L'immobilier, c'est, comme j'aime dire, c'est une protection contre le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a plusieurs années de cela, le prix auquel on achetait les maisons, c'est totalement différent d'aujourd'hui. Je me rappelle, j'avais une conversation avec une senior qui a plus de 80 ans et plus de 52 ans qu'elle est au Canada. Elle a acheté sa première maison à 90 000 et c'est une maison semi-détachée avec un sous-sol déjà fini. Cette même maison se vend maintenant à plus de 1 million et quelques. Alors, comme on dit, les gens aiment plus l'immobilier parce que c'est contre le temps. Le marché boursier, c'est quelque chose qui varie aussi avec le temps. C'est comme j'aime dire, souvent,
c'est comme un jeu de hasard un peu. Tu sais que si tu mets sur le marché boursier, tu peux gagner gros d'un seul coup ou tu peux perdre gros d'un seul coup. Encore une fois de plus, comme certains d'entre vous ont mentionné, c'est le besoin de logement. Quelle qu'en soit votre situation, on a tous besoin d'être quelque part, de dormir quelque part. Et cette besoin est très grandissant parce que la population augmente, spécialement au Canada, on compte accueillir plus d'immigrants encore. L'effet de levier avec les rendements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous achetez une maison maintenant, c'est comme une banque que vous avez. La maison, c'est comme on vous force à épargner de l'argent dans votre banque qui est votre maison. Exemple, votre maison dans le futur, vous achetez une maison maintenant qui vaut 700 000. Cette même maison, 10 ans de cela, peut-être peut être dans les 1 million. Donc, vous avez déjà un écart là-dessus. Ça trouve que vous avez payé les dettes là-dessus et vous avez des fonds déjà disponibles pour vous que vous pouvez investir dans d'autres projets. Vous pouvez aussi avoir votre maison comme garantie aussi pour d'autres projets. Donc, c'est vraiment un levier pour vous aider à aller plus loin en termes de finances. Question jusqu'à date. OK, on continue alors. On dit 90% des millionnaires le sont devenus en possédant de l'immobilier. On ne fabrique plus encore d'autres terres. C'est la terre qu'on a ici qu'on a. Donc, pensez-y. Et maintenant, la question à savoir, parmi tous les pays du monde, pourquoi dois-je acheter l'immobilier au Canada? Et ça me fait toujours plaisir de répondre à cette question parce que, premièrement, d'abord, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, le Canada est le deuxième plus grand pays au monde après la Russie. C'est vrai qu'on a le nord avec le froid du nord, mais toujours, c'est l'un des plus grands pays au monde. La qualité de vie au Canada a été reconnue par beaucoup d'entre nous. C'est une qualité de vie plus saine, où les gens se sentent à l'aise, quelle qu'en soit ton orientation, quelle qu'en soit quelle langue tu parles. On cohabite avec les gens qui ne savent même pas parler l'anglais, français, mais on a une bonne relation avec tout le monde. Comme je dis, le Canada Sud est une terre de séduction. La plupart d'entre nous, on vient en tant qu'étudiant, on vient voir comment c'est, et après quelques années, on se retrouve, ça fait plusieurs années qu'on est dans ce pays-là, parce que ça nous a séduit à travers ses richesses, à travers les personnes qui sont dedans, etc. Les prix de l'immobilier sont accessibles. Là, maintenant, généralement, j'attends des débats. Ah non, mais c'est cher. Donc, l'immobilier, vous pouvez y en penser, mais l'immobilier au Canada est accessible. Si on prend les plus grands pays du G7, le Canada est l'un des pays avec l'accès à l'immobilier plus abordable. C'est une terre où tout le monde est bienvenu. Comme je vous l'ai dit, vous êtes toujours bienvenu. Ne laissez personne vous faire sentir que vous n'êtes pas bienvenu au Canada. Vous avez, comme je dis, vous méritez votre place ici au Canada. Tant et autant que vous continuez de contribuer au développement, vous continuez de vous agrandir. Et puis on appelle l'Ontario. L'Ontario, c'est le pays des opportunités, c'est la ville des opportunités. Juste rêver et c'est possible. Le Canada, maintenant, cette question, c'est que généralement, on me demande, quelqu'un a parlé d'immigration ici. Parce que ils sont immigrants et je pense que je l'avais noté. Oui, c'était Patrick. Patrick avait dit qu'il était immigrant et il veut apprendre beaucoup de choses. Vous allez être étonné que la majorité des Canadiens sont des immigrants. Le Canada même, c'est un pays d'immigration parce que les Canadiens en tant que tels, ce sont des immigrants. L'histoire, pour ceux qui connaissent l'histoire du Canada, c'était les Amérindiens, c'était ce qu'on appelle maintenant les natifs qui étaient sur le Canada. Le reste sont des immigrants. Donc, Canada, c'est un pays d'immigration. Donc, vous êtes les bienvenus. OK? Le Canada veut faire venir plus de 1,5 million d'immigrants d'ici 2025 au Canada. De ce fait, ils sont en train de recruter plus de 500 000 personnes par an pour venir au Canada.
Et qu'est-ce qu'une personne qui veut bien vivre a besoin? La personne a besoin de là où dormir, de comment se nourrir et aussi de la nourriture. Bah, ça, c'est les éléments fondamentaux qu'une personne a besoin pour survivre et pour être épanouie un peu. OK? Donc, je vous ai mis juste le lien. Pour ceux qui veulent aller lire en détail, juste rendez-vous sur canada.ca/anglais ou français/immigration réfugiés. Ça vous donnera plus de détails sur le plan du Canada d'accueillir plus d'immigrants. Ça, c'est le point on me pose. Quelqu'un a dit, parce que le prix des maisons augmente. Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé un peu dans ma tête. Je me suis dit, en effet, le prix augmente. OK, je vous montre. Généralement, on fait des statistiques sur comparaison de chaque 10 ans, comment le prix des maisons évolue. Voilà. Entre 2013 et 2023, vous voyez l'écart qui existe entre le prix des maisons d'étage à Toronto et les prix des maisons maintenant à Toronto en 2023. Il y a une très grande différence. Et en ce moment, si tu avais dit à quelqu'un qui était en 2013 d'acheter une maison, la personne va te dire, oh mon Dieu, les étages sont très élevés, le prix est élevé, je ne peux pas me permettre, c'est trop élevé. Maintenant, ces personnes-là sont assises sous des fortunes qu'ils peuvent maintenant utiliser. Quelqu'un m'a dit, parce que j'ai fait plusieurs interviews pour comprendre l'esprit du consommateur, l'esprit des personnes qui veulent acheter. Je pense qu'on a une nouvelle personne. L'esprit des personnes qui veulent acheter. Bonjour Elie et bienvenue parmi nous. On parle maintenant de la différence du marché, comment le marché évolue avec le temps. Quand j'ai fait l'interview avec cette personne, elle m'a dit, lorsqu'elle voulait acheter sa maison unifamiliale au centre-ville de Toronto, ça c'était en 2013, je pense, 2013-2012. Et en ce moment, le prix des maisons était à 500 000 et quelques. Pour lui, pour la personne, c'était vraiment très élevé comme prix. Et puis, il se disait, bon, moi, avec mon petit travail, mon salaire, il a eu des mots d'encouragement d'une personne qui a dit, mais le montant que toi, tu mets dans le loyer, juste ajoute un peu, ce sera ça qui sera ton mortgage. Il faut t'y mettre, il faut te jeter dedans. Personne n'est prêt en tant que tel pour acheter une maison. C'est comme conduire une voiture. La première fois, quand tu rentres dedans, pour pouvoir apprendre à conduire, tu hésites, tu es sur le frein. Moi-même, je me rappelle la première fois où j'ai appris à conduire, il fallait me voir. J'étais assis dans la voiture, très concentrée, très, très concentrée, attentif à tous les mouvements qui se passent autour de moi. Je roulais peut-être sur une route de 50 km, je roulais à 30 km à l'heure. Donc, après, maintenant, avec l'année et puis l'expérience, et puis je me suis installée dedans, je suis confortable à rouler ma voiture à l'aise. C'est devenu tellement automatique. Même chose à peu près pour l'immobilier. Il faut y entrer et puis tu comprendras. Maintenant, ça, c'est le statistique de location en 2020 et 2023. Est-ce que vous voyez l'écran très bien? Ça, c'est le statistique général au Canada, pas juste Toronto. Okay? Parce qu'on voit le prix, on se dit, waouh, le prix là est moins. Non, Toronto, une maison unifamiliale, un appartement, une chambre coûte environ en moyenne 2300 $. Une maison, un appartement, 2 chambres coûte environ 3000 et quelques. OK? Maintenant, ça, c'est l'évolution du prix des maisons au Canada. Vous voyez des fluctuations. Maintenant, la baisse, c'est dû au COVID. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas vivre dans les condos. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu acheter leur maison, donc ont quitté la location. Donc, c'est pour ça que le taux a diminué. Maintenant, le taux reprend de nouveau. Parce que les immigrants, les gens reviennent au Canada.
Maintenant, ceux qui avaient perdu leur travail ont regagné leur boulot. Le taux de chômage est au niveau le plus faible maintenant au Canada. Et en même temps aussi, l'économie reprend. Donc, comment on dit, les maisons, le prix de location des maisons augmente. On y retrouve même des fois des cas où on a une surenchère pour avoir une location au Canada. Chose qui se passe maintenant. Est-ce que j'ai des questions? OK. On y va alors. J'ai Bienvenue à une question, pardon. Oui. Vous avez dit que pendant la COVID, les prix des maisons ont chuté. Des locations, oui. Des locations ont chuté. Oui. Par contre, nous, on louait encore plus cher pendant le COVID. Ça avait plutôt augmenté. La plupart du temps, je dirais peut-être 70% du temps, c'était ça. Pendant la COVID, je dis début de la COVID, vous voyez, entre 2000, vous voyez le prix commence à diminuer entre 2000 et puis début 2021 à peu près. Après, ça a repris. Parce que pendant la COVID, les gens avaient déjà peur, par exemple, de vivre dans les appartements. Ils avaient peur d'attraper la COVID. On ne connaissait pas la COVID. Il y avait des pertes d'emploi. Les gens quittaient la ville, par exemple, pour aller se trouver dans les environs, et puis ils achetaient. Donc, vous allez voir le contraire maintenant. Le contraire, c'est que le prix des maisons qui se vendaient ont augmenté parce que les gens voulaient acheter. Les gens avaient ce pouvoir d'achat qui a augmenté. Le taux de terrain de 2%, donc 3%. Les gens qui pouvaient se qualifier pour 500 000, maintenant ils pouvaient se qualifier pour 700 000, exemple. Donc, les gens avaient un plus grand pouvoir d'achat. Et les condos ont diminué en ce moment. Pour votre cas, peut-être c'est un cas un peu plus spécifique. Peut-être qu'il faudra qu'on en parle. Mais ce n'est pas à travers tous les moments de COVID. Quand les gens ont commencé à se sentir à l'aise, on a commencé à avoir plus d'informations sur le COVID. On a commencé à faire les vaccinations. Les gens se sentaient à l'aise à retourner maintenant. Les étudiants ont commencé à retourner à l'école. Les immigrants ont commencé à retourner, même si c'était un peu plus slow, mais les gens venaient toujours au Canada. Donc, ce qui a fait que la demande y est retournée. Et puis, pour ceux qui font le Airbnb dans leur place, ils ont commencé. Donc, ce qui fait que la disponibilité de l'offre sur le marché a diminué. C'est plus difficile de trouver des maisons à long terme parce que il y avait beaucoup d'entre eux qui faisaient maintenant à court terme les Airbnb. Est-ce que j'ai répondu à ta question un peu? Oui, c'est bon. Merci. OK, ça marche alors. Je voulais juste rajouter qu'à cause que pendant la pandémie, Airbnb était banni et plusieurs étudiants internationaux sont rentrés chez eux, ça laissait beaucoup d'appartements vides. Alors, comme il n'y a pas de nouvelles personnes qui rentraient, pour pouvoir louer l'espace au lieu de le laisser vide, dans certaines régions, pas beaucoup Toronto, les prix ont baissé pour pouvoir remplir ces espaces qui étaient maintenant vacants. Donc, ça pourrait un peu expliquer. Ça, c'est au niveau du Canada aussi, cette charte. Pour certaines régions, comme tu le dis. Même dans certaines zones de Toronto aussi, hein. Dans certaines zones de Toronto, parce que j'ai fait la période COVID, c'était une période des fois où j'avais des places qu'on louait parce que le propriétaire ne voulait pas avoir sa maison vide. Maintenant, c'est des maisons qu'on louait à 1900. Maintenant, ce sont des maisons qu'on loue à 2400 parce que ça a repris. Maintenant, ça, c'est juste plus pour vous donner une vue globale de ce qui se passe de 1976 à cette trade. Ça, donc, c'est Toronto. Donc, les ventes à Toronto, le prix des ventes en moyenne à Toronto, c'était 61 000. Comparativement avec le temps, comment c'est. Pourquoi je vous montre ce chart-là? C'est plus pour vous montrer comment le prix évolue. Le prix des maisons évolue. C'est très rare de voir, vous pouvez vous-même voir que les prix n'ont pas en tant que tel baissé d'une année à une autre. C'est plus ça augmente un peu. On peut voir un peu la différence ici. Ça, c'était peut-être vers les moments de difficulté, de récession.
peu près la même chose aussi de ce côté-ci. Sinon, des autres côtés, le prix continue toujours d'augmenter dans l'immobilier parce que la demande y est. Maintenant, bienvenue aux nouveaux arrivants dans le groupe. Maintenant, ça, c'est un autre point qu'on aimerait discuter parce que je reçois beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? J'aimerais comprendre. OK, on va clarifier aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'ayez pas honte. On est là pour apprendre. Moi, je suis là pour apprendre de vous. Vous êtes là pour apprendre de la petite connaissance que moi, j'ai à vous offrir aussi. Donc, on commence alors. Une maison revente. La plupart du temps, c'est ce que vous voyez sur le marché. C'est la maison dans laquelle quelqu'un a vécu dedans avant et vous, maintenant, vous allez l'acheter et puis revivre dedans. Vivre dans cette maison. C'est ce que vous voyez la plupart du temps sur le marché. On a aussi, comment on appelle? Oui, est-ce que j'ai une question? OK. On a aussi dans les reventes les maisons, les nouvelles maisons. C'est-à-dire, c'est des nouvelles constructions qu'ils ont fini, mais personne n'a habité dedans. Donc, vous serez la première personne à habiter dans cette maison-là. Mais c'est toujours dans la partie revente. Parce que la maison a été déjà finie et vous avez pris possession. Maintenant, l'autre partie, ça s'appelle nouvelle construction, je dirais plus préconstruction. Préconstruction, qu'est-ce que c'est en termes? La préconstruction, c'est-à-dire une maison qu'on te vend sur papier. Tu achètes la maison du futur maintenant. Je donne un exemple très simple. Un développeur veut construire des maisons de ville à Toronto. Pour cela, il doit aller à la banque et dire à la banque, OK, la banque, j'aimerais construire tel nombre de maisons de ville. Et j'ai besoin de tel montant. Oui. OK. Et j'ai besoin de tel montant. Et j'ai besoin de tel montant pour pouvoir construire ces maisons de ville. Alors, la banque va dire au développeur, parfait. Moi, je vais te financer. Mais il faudra que tu me montres qu'il y a des gens qui sont intéressés à acheter cette maison. Ce n'est pas le cas pour tous les développeurs. Je prends juste un exemple, OK? Il faudra que tu me montres que les gens sont intéressés à acheter cette maison. Maintenant, il se trouve que, je prends un exemple très simple, Jacques veut acheter une maison, mais Jacques ne veut pas déménager maintenant. Jacques veut déménager peut-être en 2023, en 2024 ou en 2025 ou fin 2023 parce que il a d'autres projets, etc., etc. En même temps, s'il ne veut pas prendre le mortgage maintenant. Maintenant, c'est ce qui va se passer. Jacques va dire, OK, au développeur, moi, je veux ta maison. Le développeur va lui vendre la maison sur le plan. On va lui donner un plan. On va dire, ta maison, ça sera à tel niveau. Ta maison sera de 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres. La superficie sera comme ça. Viens voir le plan de ta maison. Quel type de structure tu veux, quel type de design tu veux dans ta maison, etc., etc. Maintenant, ce qui va se passer, Jacques va maintenant être propriétaire sous le nom. Et le développeur va dire à Jacques, d'ici entre 2023 et 2026, tu vas payer 20% du prix d'achat. Mais ce 20%, tu vas le payer à des temps différés. Tu vas peut-être payer un 5% ou un 2% 30 jours après avoir signé le contrat d'achat. Après 60 jours, tu payes un autre montant. Après 120 jours, tu payes un autre montant. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2026 où je dois te délivrer ta maison. Donc, ça, c'est les préconstructions. Donc, Jacques paye ça. Et Jacques prend le mortgage, c'est-à-dire Jacques prend l'hypothèque en 2026 quand il prend possession de la maison. Contrairement à la revente, tu prends possession du mortgage, tu payes le mortgage, tu commences à payer le mortgage quand tu signes le contrat et tu es bon à partir. Maintenant, pourquoi quelqu'un va prendre, par exemple, la revente comparativement à la préconstruction? Parce que la personne veut commencer à vivre dedans. La personne veut commencer à build de l'equity. Parce que ça, la revente, tu peux louer déjà. Alors que la nouvelle construction, tu n'as que sur papier. Right? Et pourquoi quelqu'un veut vouloir prendre une préconstruction alors que d'une revente?
peut-être parce que la personne se dit que j'ai pas envie de prendre des mortgages pour l'instant, d'hypothèque pour l'instant, mais j'ai au moins $5 000 d'épargne qui peut me permettre de faire le dépôt pour cette maison du futur. Donc, il y a tous les cas sont là. Généralement, on va du cas par cas. Et des questions sur ces deux types d'immobilier. Oui. Est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que quelqu'un dort ici? Oui. S'il te plaît, j'ai seulement 2 questions. Oui, John? J'ai 2 questions. La première question, c'est que selon toi, quel est le bon parti? Wow, OK. OK, ça c'est ta première question. Ta deuxième question? La première question. La deuxième question est que si tu prends la nouvelle construction, par exemple, comme tu as dit, si on dit 2023 en 2026, on dit que les tranches de paiement, tu dois payer pendant 1 an et demi, donc tu dois finir tes tranches de paiement peut-être en mi-2024, par exemple. Et on va te livrer la maison en 2026, par exemple. Tu te rends compte que tu as encore un écart de peut-être 1 an et demi après avoir peut-être déposé les 20% qu'on a demandé après les écarts. Et entre-temps, si tu fais échéance de un dépôt, par exemple, si on te demande de verser tous les mois 5 000, par exemple, jusqu'à peut-être 1 an et demi, comme ça. Et avant ces 1 an et demi, tu fais échéance de 1 mois ou de 2 versements. Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux perdre ta maison ou bien on peut te faire payer avec certaines taxes ou certaines amendes. Oui. OK. Ce sont de très bonnes questions. Ce ne sont pas de petites questions, mais ce sont de très bonnes questions aussi. Qu'est-ce que moi je préfère? Qu'est-ce que moi je conseille? Honnêtement, ça dépend du cas de chaque personne. C'est vraiment qu'est-ce que toi tu as besoin. C'est quoi les besoins de ta famille? Qu'est-ce que tu recherches? Right? Il y a tellement de choses parce que des fois, tu peux trouver que la revente, les maisons qui sont sur la revente sont moins chères que peut-être les maisons du futur. Il y a des cas, il y a des exceptions, OK? Des fois, tu peux trouver l'inverse aussi. Par exemple, des fois, toi, tu as besoin d'une maison, tu veux quitter la location. Tu ne peux pas attendre jusqu'en 2026. Tu veux vraiment vivre ta maison maintenant. Donc, tu vas dans la revente, la préconstruction. Ma question, c'est que qu'est-ce qui est mieux des deux parties? Donc, qu'est-ce qui coûte mieux? Qu'est-ce qui coûte moins cher par rapport si c'est la nouvelle construction ou c'est l'ancienne construction? Qu'est-ce qui est mieux? Parce que quand tu t'en vas sur le marché, tu cherches quand même ce qui est un peu moins cher. OK. Donc, ça, encore une fois de plus, ça dépend de tes besoins et de ton budget. Dans les deux cas, comme je l'ai dit, tu peux trouver des moins chers dans les deux cas. Donc, ça c'est vraiment quelque chose que c'est personnel en tant que tel. Un petit commentaire, par exemple. Une nouvelle construction comme à Prince Edward County ou près de Kingston pourrait coûter beaucoup moins cher qu'une nouvelle construction à Toronto ou à Etobicoke, par exemple. Alors, ça dépend du lieu géographique aussi. Même chose pour les reventes. Une maison à Sainte-Catherine va coûter souvent moins cher qu'une maison au centre-ville de Toronto ou à Vancouver, par exemple. Tout dépend. Exactement, tout dépend de tes besoins, tout dépend du type de maison, tout dépend de la qualité de la maison, tout dépend. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Une autre chose que j'aimerais juste mettre en parenthèse, il ne faut pas oublier que même à Toronto, le prix des maisons diffère. Ça dépend des zones que tu choisis. Par exemple, des prix des maisons au centre-ville seraient plus différents que des prix des maisons vers North York ou peut-être vers Scarborough. Donc, il y a tellement de différenciation que, et puis même dans le centre-ville, il y a des pockets que tu peux trouver des choses, des prix très différents. OK? Autre question jusqu'à date avant que j'avance? Oui, une petite question. Oui. Quand on fait, par exemple, la revente et la nouvelle construction, entre une nouvelle et une ancienne maison,
la nouvelle construction, on va dire, on va payer maintenant 20% pour que peut-être elle va être délivrée dans 2 ans. Oui. Et peut-être qu'on l'achètera moins cher que si on achète une maison déjà prête, c'est ça? Possiblement. Encore une fois, le plus, c'est possiblement. Ça dépend de chaque développeur. Il y a des développeurs que le prix va être le même prix que le marché. Il y a des développeurs où le prix sera plus élevé que le prix du marché, de la revente. OK, non, supposons la nouvelle construction. Si on Oui. l'achète maintenant, on va dire on va l'acheter à 1 million. Mais si elle est finie dans 2 ans, elle ne va pas se vendre à 1 million. C'est sûr, elle va se vendre à plus. Ça peut se vendre plus, oui. Ou ça peut se vendre au prix du marché. Ça, c'est vraiment pas avec certitude, mais en général, le marché évolue. Disons ça. Donc plus, c'est ça? Ça peut être plus, oui. Oui. Ça peut être plus. Donc, Donc, moi, ma question est, il y a pourquoi beaucoup de choisir... facteurs. Oui, Khaled. Il y a beaucoup de facteurs. C'est juste pas pour te couper. Par exemple, tu peux acheter une nouvelle construction dans une ville. Et puis, dans cette ville-là, l'employeur principal, c'était Google. Maintenant, Google décide que non, je vais partir. Donc, même si tu peux acheter dans la maison du futur maintenant, peut-être Google est parti, le prix a diminué parce que c'était l'employeur principal. Je prends un exemple. C'est toujours un investissement. Encore une fois de plus, ça peut varier. Mais en règle générale, ça augmente. Oui, juste à couper. Ma question est juste pour les salariés. Si on choisit de faire la nouvelle construction et on doit payer les 20%, mais entre-temps, durant ces 2 ans-là, ils doivent aussi payer le loyer là où ils vivent. Oui, Donc, est-ce que ça ne revient pas plus cher d'acheter une nouvelle construction que d'acheter une ancienne? Encore une fois, ça dépend de tes besoins. Maintenant, c'est sûr que quand tu achètes ta propre maison, tu peux y vivre dedans. Et puis aussi, tu as le privilège du premier acheteur qui va avec. Right? Donc, tout dépend de tes besoins. Je pourrais vous dire, oui, non, je pourrais vous dire, ça n'a pas de sens. Parce que je dois se comprendre, quand je travaille avec mes clients, je m'assois pour mieux comprendre leurs besoins. C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leur situation? Moi, je ne parle pas des besoins, je parle de l'argent, je parle financièrement. Financièrement, quelqu'un peut trouver que c'est abordable pour lui d'acheter une préconstruction. Parce que quand on achète une maison déjà prête, on vit dedans. On ne doit pas payer et le mortgage et le loyer. On paye juste le mortgage. Oui. Donc, ça revient moins cher, non? Je ne sais pas, c'est ce que j'ai compris. Bon. Pas forcément, non. Encore une fois de plus, ça dépend de chaque cas. Par exemple, quelqu'un qui peut vivre dans une maison déjà à Toronto, ou dans une autre ville, et c'est abordable, la personne paie déjà un loyer. Maintenant, la personne veut changer. Exemple, OK, je prends un exemple très simple. Quelqu'un qui vit dans un condo, il paie son mortgage toujours. Ouais. Maintenant, il veut déménager de condo, appartement à townhouse. Oui. Mais la personne n'est pas prête à déménager maintenant. La personne peut dire, OK, je vais m'acheter une nouvelle construction qui, dans quelques années, va finir. Entre-temps, je peux toujours continuer de payer mon mortgage. Et puis, après, je peux louer ou je peux vendre la maison. Ou une personne, par exemple, qui est dans la location, mais la location est toujours abordable, va dire, OK, si j'arrive un peu à économiser tel montant, je peux investir dans la préconstruction. Right? C'est comme une épargne forcée. Ça dépend de chaque cas. Oui, donc en gros, si tu as des économies, tu vas pour une nouvelle construction. Si tu n'as pas d'économies, tu vas pour une maison prête, comme ça tu payes juste... Non, en gros, tu vois pour quelle raison, pourquoi tu as besoin de l'immobilier. Oui. Si tu veux déménager tu dois déménager avec ta famille, tu ne veux plus être dans la location. Tu vas dans la revente. Oui. Par exemple, tu as un down payment, tu as de l'argent, tu peux payer ta maison, par exemple. Peut-être tu ne veux pas attendre. Maintenant, après, si tu dis que moi, je veux juste investir, j'ai de l'argent à côté, je n'ai pas vraiment besoin de déménager maintenant. Je vais dans une nouvelle construction. Tout dépend de chaque personne. Oui. Et puis, c'est cas par cas. Je peux m'asseoir avec toi,
puis on verra à peu près pourquoi c'est quoi tes besoins, etc., etc. Et puis je te dis, voici les deux options. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Right. Je pense que je vais juste reprendre la question de John. Il disait pour la préconstruction, si tu manquais un des échéanciers pour le paiement, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, j'allais juste répondre à ça parce que je me suis dit, j'ai sauté cette partie. John, ça dépend de chaque développeur. Des développeurs, souvent, ils ont dans leur terme et contrat, ils vont t'expliquer si tu manques l'échéance. Peut-être tu peux payer une pénalité. Pour poursuivre, peut-être ils peuvent te reprendre la maison. Ça dépend de chaque développeur. Donc, c'est pour ça que quand tu as un contrat d'achat, tu passes par l'avocat. L'avocat, tu passes à travers tous les contrats. Parce que des fois, toi, tu ne peux pas comprendre les termes légaux qui sont dans le contrat. Mais ton avocat, son travail, c'est de te protéger. De la même façon que nous, en tant qu'agent immobilier, notre devoir, c'est protéger notre client. Leur devoir, c'est de te protéger. C'est pour ça qu'on est payé. Ou c'est pour ça qu'ils sont payés aussi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Il y a juste un commentaire rapide. Moi, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. C'est au sujet des avocats. Oui. Moi aussi, j'ai envie de me procurer une parce que louer n'est pas toujours mon option. Mais est-ce qu'il y a des avocats spécialisés dans la vente de maisons qui comprennent les contrats? Parce qu'il y a certains contrats que le vendeur et son agent ont souvent des contradictions à l'intérieur pour t'embrouiller. Est-ce qu'il faut prendre un avocat qui est spécialisé dans l'immobilier ou n'importe quel avocat? Très, très bonne question. Généralement, il est recommandé d'avoir ton propre agent immobilier. Parce que déjà, c'est gratuit pour un acheteur d'avoir un agent immobilier. L'acheteur ne paye pas l'agent immobilier. Et l'agent immobilier est censé protéger son client lors de l'achat. Donc, vraiment, c'est son devoir de passer à travers tous les termes, de lire tout pour pouvoir protéger son client et de négocier pour toi aussi. Maintenant, mis à part ça, quand le contrat est finalisé ou l'offre a été acceptée, vous allez envoyer à un avocat. Généralement, c'est les avocats spécialisés dans l'immobilier, pas n'importe quel avocat. L'avocat qui traite de divorce ne peut pas, par exemple, faire l'immobilier. L'avocat qui traite des injures ne peut pas faire l'immobilier. Donc, vous envoyez à un avocat spécialisé dans l'immobilier qui sait déjà les termes du contrat, qui va lire les termes du contrat, s'assurer que son client est protégé jusqu'à la fin de la transaction. Pas juste l'offre de contrat, jusqu'à ce que le jour où on te remet les clés, c'est là que leur devoir finit. La même chose que ton agent immobilier. J'ai une dernière. Si tu passes par la banque, par exemple, j'ai une économie de 30 000 dollars et je veux prendre une maison en revente à travers la banque. Est-ce que la banque peut me servir d'agent immobilier? OK. Qu'est-ce que tu veux dire à travers la banque? Parce que s'il y a des maisons qu'on peut acheter par crédit ou par financement bancaire, mais tu as déjà au moins 30 000 dollars canadiens. Mais la maison te coûte 500 à 600 000. Ou comme si je n'ai pas cet argent, j'ai au moins 5% de la déposite d'une maison. Si je passe par ma banque, est-ce que c'est la banque qui va être agent immobilier parce que je passe par la banque pour acheter une maison et rembourser la banque? OK. Bonne question, Géry, right? Très bonne question. C'est-à-dire, c'est très rare que tu vois les gens acheter une maison cash au Canada. Donc, la plupart du temps, ce qui se passe, ça commence par ton apport plus l'emprunt que la banque te donne et tu vas acheter. Non, tu n'as pas besoin d'utiliser ta banque comme agent immobilier. Généralement, ce ne sont même pas des agents immobiliers. Tu peux avoir
un agent immobilier qui te représente en tant qu'acheteur et tu vas à ta banque te donne l'argent. La session d'après, ça parlera de financement. C'est là où on va aller plus en détail avec vous sur comment vous préparer. Qu'est-ce que vous devez savoir sur le financement de l'achat d'une maison ou de la revente d'une maison? Qu'est-ce que vous devez savoir? On va aller en détail sur tout ça avec vous. J'ai bien répondu à ta question? Est-ce qu'il parle d'une vente privée, alors sans agent immobilier peut-être? Je Alors, pense c'est qu'il quoi parle une vente privée peut-être? peut-être une vente privée ou peut-être il parle d'une saisie par la banque. Même pour les saisies par la banque, ce qu'on appelle en anglais les foreclosures, c'est-à-dire la personne avait des dettes avec la banque, la personne n'a pas pu payer. Même ça, il faut des fois un agent immobilier des fois pour pouvoir négocier. Parce que tu vas aller voir la banque, vous allez négocier. Ton agent immobilier, son devoir, c'est de te protéger. Et tu ne le payes pas. L'agent immobilier pour acheteur, c'est gratuit. L'agent immobilier est payé par le vendeur, pas par l'acheteur. Je vais juste aller un peu en avant pour qu'on soit dans le temps. Maintenant, il y a les différents types de maisons encore qui existent. On appelle ça les maisons freehold. C'est-à-dire ce sont des maisons qui, vous ne payez pas des dépenses mensuelles en termes de maintenance. Vous payez toujours l'hypothèque, mais pas de dépenses mensuelles pour les maintenances. Et vous avez les condos. Les condos, ce sont des maisons dans lesquelles vous payez des frais de maintenance. Et ces frais de maintenance, généralement, sont utilisés, par exemple, pour déneiger devant la maison, pour nettoyer les cours communs, pour les cours communes, pour, par exemple, prendre soin de la piscine, s'il y en a, pour payer les employés qui vivent à l'intérieur du condo. Donc, c'est généralement quand vous achetez un condo, on a ce qu'on appelle certificat du condo. Le certificat du condo va vous donner tous les détails dont vous devez savoir à propos du condo. Combien de fonds de réserve le condo a? Quels sont les droits que vous avez dans le condo? Est-ce que vous pouvez afficher, est-ce que vous pouvez étendre vos linges dehors, par exemple? Est-ce que vous pouvez mettre l'antenne satellite dans le condo à l'extérieur? Est-ce que vous avez droit à amener des chiens à l'intérieur? Est-ce que vous pouvez faire des Airbnb dans le condo? Chaque condo a ses règles et ses lois. Et ça, ce sont des choses qui se trouvent dans les statuts du condo. Et généralement, quand vous achetez un condo, le statut du condo, vous le remettez à votre avocat qui doit lire en détail et vous dire dans quoi vous vous engagez avant que la vente soit finale. Maintenant, les freehold, vous n'avez pas besoin de ça. Les freehold, vous êtes en charge de déneiger vous-même la devanture de votre maison, exemple. Vous êtes en charge, par exemple, s'il y a des fenêtres cassées, de pouvoir les réparer. C'est à votre charge. Vous ne payez pas des frais mensuels chaque mois. Versus condo. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un ici? Oui, oui ou non, non? OK. On avance alors. Maintenant, la partie où on aura besoin de l'un de nos amis qui Gérard, fait la le construction. rénovateur. Gérard. Ah, dis donc, c'est le moment de mettre ton contact dans le chat box. C'est le moment de mettre ton contact dans le chat box. On va en parler un peu. Ça, c'est un très bon point que j'aimerais que vous notez aussi, OK? On a, mis à part, on a deux types de maisons. On a les fix-uppers, c'est-à-dire des maisons qui sont un peu en détresse, qui ont peut-être besoin d'un peu d'amour, OK? Ou qui ont besoin de beaucoup d'amour. De rénovation. De rénovation, ou peut-être il faut détruire, ou peut-être c'est juste des changements cosmétiques. Genre, vous devez juste changer la peinture, changer un peu les toilettes, ou des changements énormes. Par exemple, il faut enlever toute la toiture. Il y a beaucoup de problèmes de plomberie. Mais en général, les maisons qui ont besoin de ce genre de choses, les fix-uppers, ce sont des maisons qui sont moins chères. Donc, ça, c'est vraiment des maisons qui sont bien pour les gens qui ont peut-être pas beaucoup de ressources ou qui sont plus handy, qui sont plus à l'aise avec leurs mains. Donc, ils peuvent faire des petits travaux, puis rénover, mettre la maison à jour, etc. Maintenant, on a des maisons clés en main. Ce sont des maisons que tu achètes, tu rentres, tu vis dedans.
Même si tu fais des petits changements mineurs, peut-être c'est juste changer la couleur si tu veux, tu n'aimes pas la couleur de la maison. Ou par exemple, commencer à enlever comment dire, mettre tes tableaux dedans. Donc, tu dois juste mettre des points. C'est juste comme on vous l'a dit, clé en main. Vous prenez la clé, vous rentrez, c'est chez vous. Vous n'avez pas à faire des changements. OK? Des questions jusqu'à date. OK, on avance alors. Maintenant, on me pose beaucoup la question, qu'est-ce que c'est que le marché de vendeur? Qu'est-ce que c'est que le marché d'acheteur? Et qu'est-ce que c'est que le marché balance? Si vous êtes intéressé à l'immobilier, vous avez peut-être entendu parler, oh, on est dans un marché de vendeurs. Oh, on est dans un marché d'acheteurs. Donc, je vous explique brièvement. Le marché d'acheteurs, c'est dans un marché où on a plus d'offres que de demandes. C'est les bases de l'économie, la demande et l'offre. C'est là où les gens veulent, c'est-à-dire déjà, on a plus de maisons que d'acheteurs. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de marché au Canada. Et on a un marché balance. On a dans lequel l'acheteur et le vendeur, la demande et l'offre est équilibrée. Et maintenant, après, on a maintenant celui du vendeur. C'est un marché qu'on se retrouve beaucoup dedans. Je prends un exemple, c'est le marché de 2021, où on avait beaucoup de demandes. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient acheter les maisons. Mais on avait peu d'offres. On avait peu de maisons sur le marché. Donc, on a commencé à avoir des surenchères dans le marché. OK? Maintenant, la question que beaucoup d'entre vous vous posez, et j'ai noté aussi ça, est-ce que je dois louer ou acheter? Très bonne question. Donc, on va aller maintenant. Je vais vous donner à peu près les avantages et les inconvénients. Je voulais qu'on fasse cette activité ensemble, mais à cause du temps, je vais juste aller un peu en avance pour mieux vous expliquer les autres parties. Mais j'aimerais que vous preniez ça en screenshot et vous travaillez là-dessus. Combien de temps souhaiterez-vous louer ou acheter votre maison? Donnez-vous une date limite. Cela vous poussera à commencer à avoir des objectifs, à planifier. OK, je vais acheter en 2024, je vais acheter en fin 2023. Je vais acheter tel type de maison, par exemple, ou je vais louer tel type de maison. Pour cela, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut, par exemple, améliorer mon code de crédit. OK, où est-ce que mon code de crédit se situe actuellement? Donc, vous allez travailler sur ça. Vous allez dire, OK, pour acheter telle maison, j'ai besoin de 40 000. Maintenant, j'ai tel montant. Comment économiser 40 000 jusqu'à telle date? C'est des points que vous devez mettre en place. Et c'est très important. Moi, je recommande toujours à mes clients, ayez un objectif en tête. Ayez une date en tête. Parce que des fois, vouloir dire, oui, je vais acheter une maison, je ne sais pas, je vais acheter une maison dans le futur, c'est plus incertain. Mettez-vous des dates pour avoir des objectifs. Est-ce que vous voulez acheter votre maison cash ou avec des prêts? Si oui, où est-ce que l'argent viendra? Tout ça, ce sont des choses que vous devez planifier. Et on va parler en détail dans ça dans la prochaine formation, parce que ce n'est pas tout argent qu'on peut prendre pour acheter une maison. Et il faut avoir des preuves de là où l'argent sort. OK? Avez-vous les ressources et l'argent pour effectuer des réparations à la maison? Encore une fois de plus, on veut tous devenir des propriétaires. Mais n'oubliez pas que devenir propriétaire, vous devenez responsable aussi. Est-ce que vous êtes prêt à vouloir vous engager dans l'entretien d'une maison? Point d'interrogation. C'est à vous de répondre à cette question. Maintenant, la dernière partie, avez-vous l'intention de bouger régulièrement ou pensez-vous rester au même endroit? Est-ce que vous êtes une personne qui déménage beaucoup? Dans ce cas, peut-être la location peut marcher pour vous. Ou, par exemple, vous êtes une personne qui veut s'installer, donc peut-être l'achat peut être bon pour vous. Ou est-ce que vous voulez être libre de déménager, mais vous voulez juste acheter une maison pour investir, le mettre en location, etc., etc. Prenez un papier, prenez un screenshot et répondez à ça. La semaine prochaine, on pourra en discuter plus en détail. Je vais vous envoyer cette page par courriel demain. Merci beaucoup, Melika. Maintenant,
Je vais aller un peu brièvement dedans. À peu près, tout le monde connaît un peu, mais je vais juste apporter un peu plus d'éclairage. Louer. Donc, pour louer, vous avez moins de tracas d'entretien, etc. Parce que généralement, quand vous louez, le propriétaire est un peu en charge de tout ce qui est rénovation, tout ce qui est changement, s'il y a des problèmes de plomberie, s'il y a des problèmes électriques, le propriétaire est en charge de faire ça, dans la plupart des cas. Généralement, peut-être vous allez trouver que la location est moins chère que l'achat d'une maison. En même temps, si la location vous donne la souplesse, pourquoi pas? Je n'ai pas envie de m'installer maintenant. Moi, je veux vivre là, je veux découvrir le pays, je vais après bouger pour aller aux États-Unis, pour aller en Europe, pour aller en Afrique. Je vais juste être souple, flexible dans mes déplacements. L'inconvénient, par contre, par rapport à ça, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas effectuer des modifications dans la maison. Si vous voulez effectuer des modifications dans la maison, vous devez faire part au propriétaire qui, des fois, va refuser. Par exemple, vous n'aimez pas un frigo en couleur blanc. Vous voulez des frigos en métal, mais comment dire, aluminium, métal, like, le shiny. Ça, vous ne pouvez pas changer parce qu'il faut demander la permission au propriétaire. S'il n'a pas accepté, vous ne pouvez pas le faire. Il y a des changements que vous ne pouvez pas faire dans la maison. Des fois, vous voulez peindre votre maison, votre chambre en couleur rouge parce que vous aimez le rouge, mais vous ne pouvez pas parce que le propriétaire veut que sa maison soit en beige, exemple. Les dépenses imprévisibles variables, de variation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois, l'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir des changements dans vos dépenses et ça peut ça peut jouer sur vous pour la location. Règles du bail, chaque bail vient avec ses règles en tant que tel. Le propriétaire vous dit dès le départ ses conditions pour vivre dans sa maison. La peur de l'expulsion. À chaque moment, à un moment donné, le propriétaire peut venir, j'ai besoin de récupérer ma maison. Et vous devez quitter la maison. Ça peut arriver. En même temps aussi, vous ne constituez pas, comment on dit, d'equity dans votre maison. Quand vous louez maintenant, que vous quittez, le propriétaire ne va pas vous dire, oh, venez, parce que ça fait 10 ans que vous avez loué avec moi. À cette raison, je vous donne 10 000 $, je vous donne 20 000 $. Non. Quand vous quittez, vous quittez. Right? Maintenant, côté achat, l'avantage, c'est que vous commencez à constituer un capital. Dès le moment où vous achetez, vous commencez à constituer votre capital. De la même façon que vous pouvez y vivre dedans, y louer, ou en même temps vivre dedans, commencer à payer votre mortgage, qui commence à créer de l'equity sur votre maison. À la fin de la journée, quand vous vendez votre maison, peut-être vous avez des surplus là-dessus, c'est à vous. OK? Contrôle de la créativité. C'est votre maison. Si vous voulez vous le colorez en rouge. Si vous voulez, vous allez mettre une piscine à l'intérieur parce que c'est à vous, libre à vous l'imagination. Personne ne va venir vous dire vous avez ce droit-là ou non. Ça vous permet aussi d'améliorer votre crédit parce que votre paiement d'hypothèque va se refléter sur votre compte crédit. Le plus vous payez souvent, le plus on voit que vous êtes un bon payeur et ça augmente votre compte de crédit. Contrairement à la location. Vous pouvez payer votre location, ça ne va pas affecter votre compte de crédit, OK? Ça offre aussi la stabilité parce que vous avez une place où vous restez, c'est votre chez-soi, votre chez vous, OK? Entretien, plus avantage l'entretien, si vous êtes dans une copropriété, c'est ce qu'on appelle le condo. Généralement, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de déneiger, de prendre soin, par exemple, des fois des places. Il y a même des condos qui ont des règles dans lesquelles si la fenêtre se brise, ils vont venir réparer pour vous, etc., etc. Vous avez votre vie privée. Personne ne va venir taper à votre porte pour dire que je suis venu voir ma maison. C'est à vous et c'est votre privé. Je pense que quelqu'un avait mentionné que côté privé, oui.
C'est très important. Et puis, c'est un bon investissement avec le temps. L'immobilier est un investissement à long terme. L'inconvénient d'acheter, c'est vraiment les coûts initiaux élevés parce qu'il vous faut les dépôts, les versements initiaux. Il vous faut aussi faire les réparations et l'entretien. Si la fenêtre se casse, peut-être que vous allez être la personne à réparer ça. S'il y a des problèmes dans la maison, vous allez réparer ça. Ça peut aussi amener moins de souplesse pour certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont acheté leur maison à Toronto ou ils ont acheté leur maison à Oshawa, donc ils doivent rester à Oshawa. Ils ne peuvent pas, par exemple, aller à Vancouver, exemple, pour y vivre. Ou peut-être, ça va en tout cas être un peu plus difficile pour eux. Okay? Des versements hypothécaires plus élevés. Des fois, vous allez trouver que l'achat d'une maison, dans un premier temps, vous allez payer plus que votre loyer, par exemple, en termes de paiement d'hypothèque. Mais à la fin de la journée, c'est chez vous. Et moins de revenus disponibles parce que vous payez plus pour votre hypothèque. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un ici? Est-ce que j'ai été trop rapide? Question? Mais au niveau de la souplesse, il y a encore une option parce que tu pourrais sous-louer ta maison puis partir à Vancouver quand même. Mais il faut que tu surveilles tes locataires. Mais il y a encore de la souplesse. Ce n'est pas complètement un inconvénient. Donc. Ça dépend de... Parce que maintenant, la question que je reçois maintenant, OK, où est-ce que je vais vivre au Canada? Le Canada a tellement de provinces. Le Canada a tellement de villes. Tout dépend de là où vous vous sentez à l'aise. À la fin de la journée, c'est votre maison. C'est votre chez vous. Comment vous sentez-vous à l'aise dedans? Il y a tellement de provinces, à vous de choisir. Prenez une province qui vous plaît. Maintenant, commencez à faire vos démarches. Achetez là-bas. J'avais une vidéo à vous partager, mais je vais vous l'envoyer par courriel. C'est juste 1 minute de long qui vous parle de communautés accueillantes francophones autour du Canada. Alors, le gouvernement a fait de la publicité pour attirer des francophones dans des régions éloignées. Donc, je vous la partagerai après ce webinaire par courriel. Merci. Maintenant, pour ceux qui est de l'Ontario, on me demande c'est quoi les villes les moins chères. On a Thunder Bay un peu vers le nord. On a North Bay aussi, je n'ai pas mentionné ici, mais il y a North Bay aussi un peu vers le nord, close to Thunder Bay. On a Run River, on a Deep River, on a Sudbury, toujours un peu vers le nord. C'est un peu plus proche de Toronto à peu près. Je pense que c'est 4 ou 5 heures de route à peu près. On a Sarnia. Sarnia, c'est plus vers Windsor, c'est un peu plus vers l'autre côté. On a Kingston, on a Windsor, on a London, on a Peterborough, on a Barrie. Donc, ce sont des villes, exemples, qui sont moins chères. Encore, il y a plusieurs villes qui sont encore plus moins chères, qui sont moins chères aussi. On ne peut pas toutes les mentionner ici. Tout dépend de vos besoins, de quoi vous avez besoin. Et puis de là, vous allez tracer avec votre agent immobilier ou votre agent immobilier le plan pour pouvoir... Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Oui. C'est très capital. Dans la région d'Ontario, en tant qu'agent immobilier, quel est le côté nord ou le côté sud-ouest où les maisons sont plus moins chères? Côté nord? Ou côté sud? Dans quelle zone, au sud ou au nord, dans la région Ontario où les maisons sont plus moins chères? OK. Ça, c'est une très bonne question. Premièrement, je te demanderai quel type de maison tu cherches. Moi, c'est une type de maison comme, fixe up terre. Ça, c'est convenable. Fixer-upper, celle qu'il faut réparer. Oh, fix-upper, OK. Fix-upper, tu peux le trouver partout. Même on trouve des fix-upper à Toronto. Donc, ça c'est juste un terme. C'est pour dire que c'est une maison délabrée qui a besoin d'un peu de réparation. Est-ce que dans le fix-upper, il y a aussi des basements? Oui, c'est toujours une maison. Ça dépend. On peut trouver des fix-upper duplex.
On peut trouver des fixes-upper unifamiliers, on peut trouver des fixes-upper condos, des condos appartements qui sont en mauvais état que tu peux prendre et puis rénover. C'est dans tout type de maison que tu peux trouver les fixes-upper. Juste pour ajouter que pour le basement à Ontario ici, on construit toujours les maisons avec les basements à cause de la fraîcheur. Parce que s'il n'y a pas de basement, la maison se soulève et tombe. Donc, on construit forcément les basements à cause de la fraîcheur. OK. Oui, je voudrais savoir parce que géographiquement et en tant que personne LGBTQ, ça me donne une idée avec des maisons que tu peux réparer, pas tellement, mais quand même accessible. Tu peux habiter, en même temps faire tes réparations. C'est bien. Et dans quelle zone? Parce que c'est mieux d'avoir ton propre toit. Comme nous, en Afrique, on dit ça. C'est mieux d'avoir ton propre toit et se débrouiller comment se déplacer. Ça, c'est plus mieux. Tu as la garantie et tu as la sécurité. OK. En même temps, comme la chose, c'est que partout en Ontario, tu peux trouver des fixes-upper. Tu peux trouver à Toronto, tu peux trouver dans d'autres villes. Maintenant, la question, c'est combien tu as pour acheter des fixes-upper? Si je passe par la banque, je peux faire dans l'environ de 400 ou 500 000 $ ou 300 000 ou 200 000 $. Encore une fois de plus, tout dépend. Par exemple, quelqu'un qui va venir me parler de mon projet, c'est... Je prends un exemple, OK? Ce n'est pas une généralité. Quand je m'en avec mes clients, je prends cas par cas. Mais je prends un exemple. Quelqu'un vient me dire, OK, Oumou, je vais acheter une maison. OK? Mon budget, c'est 550. Mais la chose, c'est que moi, je veux vivre au moins 3 ans dedans, ou 4 ans dedans, et puis après, je mets en location parce que je veux quitter le Canada. Donc, on s'assoit, je dis, OK, c'est ton budget, tout est correct, OK. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire un peu de travail dans ta maison ou est-ce que tu veux acheter juste une maison et puis entrer et vivre? Après, on passe par la question, est-ce que tu veux un condo, un townhouse, une maison familiale? Qu'est-ce que tu veux? OK. Dans mon exemple, par exemple, la personne dit non, bon, je veux une maison au moins 3 chambres, je veux une maison qui, dans le futur, peut me revenir, peut me donner plus de la valeur ajoutée. Je te dirais, par exemple, va un peu vers Berry, un peu vers Hainesville, un peu vers le nord, un peu de Toronto. Juste 1 heure, trouve dans les environs de juste 1 heure, 1h30 de Toronto. Parce que bientôt, ces maisons vont prendre très vite la valeur. Exemple, dans son cas. Maintenant, une personne va dire, bah, moi, je veux vraiment la sécurité pour ma famille. Je veux que ma famille soit à l'aise. Je veux que mes enfants puissent sortir dehors jouer. Ouais. On va lui trouver une communauté qui est plus calme, avec de bonnes écoles, mais qui peut permettre à la personne d'avoir, comment on dit, la paix du cœur, de savoir que ses enfants sont bien à l'aise. En même temps aussi, qu'est-ce qui est dans son budget. Je pense que pour ton cas, ce sera plus le cas par cas. Si tu as des questions, ça me fait toujours plaisir à vous tous. N'hésitez surtout pas à me contacter. Ça me fait plaisir de parler avec vous et puis de vous aider à mieux comprendre, OK? Est-ce que j'ai un peu répondu à ta question? OK. On va juste passer un peu pour catch up dans le temps. Maintenant, c'est pas... Oui. Moi, j'ai une question. Oui, Tamba. Où est-ce qu'on peut trouver ces fixes upper? Est-ce qu'il y a une liste on peut regarder? Les fixes upper, c'est vraiment... c'est une très bonne question. Tu peux les trouver sur Rouleau-Bâtier. Pourquoi faire plus? Il faut aller en détail, il faut voir la maison. Il y a des maisons qui sont hors marché, que des fois, nous, on a accès, on nous donne... Même aujourd'hui, j'ai eu une maison à... C'est quelle partie? Je pense que c'était Woodbridge, si je me rappelle bien. Parce que je n'avais pas d'intérêt, je n'avais pas de clients dedans. Donc, c'était une townhouse, 3 chambres, salon, 2 salles de bain. Je pense que c'était à 400 et quelques. En tout cas, en dessous du marché. Right? Ah, mais c'est grand, hein?
c'est grand, mais ça a besoin d'entretien, ça a besoin de rénovation. Donc, souvent, c'est des propriétés qui ne sont pas affichées au public. On t'envoie en tant qu'agent immobilier, on te dit, est-ce que tu as des clients pour ça? Donc, si tu as discuté avec tes clients, tu connais les besoins de tes clients, tu vas voir ton client. Si ton client aime, vous mettez l'offre et si ton offre passe, bah, la maison est à toi. Je suis intéressé là, je travaille en construction aussi. Ah bah, c'est une chose qu'on doit parler alors. C'est possible que pour toi, on doit te trouver un fix-upper. Oui. Donc, il y a vraiment des opportunités partout. Même sur Realtor, tu pars, tu dois aller en détail, voir la maison, voir la localisation. Il y a tellement J'ai une de dernière choses. question. Oui. Je t'embête. Non, il n'y a pas d'embête. Il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas d'embête. Il y a quelque chose que je voudrais savoir sur le crédit hypothécaire. Oui. Par exemple, si une personne possède une maison quelque part dans un autre pays qui n'est pas le Canada, c'est une maison qui est évaluée à des pourcentages élevés. Est-ce qu'il peut les représenter comme dans le crédit hypothécaire? Ça, c'est une très bonne question. Je vais juste parler brièvement, mais on va en parler en détail pour la séance prochaine. On va aller en détail dans chaque partie du financement. Vous pouvez poser vos questions. Prenez note de cela et votre feuille à côté. Prenez des questions que vous voulez poser la session prochaine, OK? Pour cela, ça dépend. Parce que ça dépend de votre banque, ça dépend de votre prêteur. Ce n'est pas chaque prêteur qui va prendre en considération la valeur des maisons qui est à l'extérieur. Il y en a qui vont prendre, ça dépend encore des pays. Ça dépend de quelle relation le prêteur a sur la maison. Parce que la chose, c'est que pourquoi on prend la maison en garant? Parce que si, par exemple, vous n'arrivez pas à payer, j'ai accès à votre maison et je peux reprendre votre maison. Des fois, la loi canadienne fait en sorte que tu ne peux pas récupérer une maison, par exemple, quelque part. Je prends un exemple. Quelque part en Afrique, parce que tu n'as pas les lois, les droits d'aller là-bas, exemple, en tant que loi. Right? Ça dépend vraiment du cas par cas, du prêteur, etc. Mais on va aller en détail là-dessus lors de la prochaine séance. Parfait? C'est bon. OK, excellent. Donc, je voudrais vous montrer ça parce que c'est un site Internet qui vous montre la carte des prix nationaux. OK, quand vous allez sur SIA, carte de prix national, vous allez voir, par exemple, la carte de chaque région, de chaque ville, c'est quoi le prix moyen, etc., etc. Maintenant, les villes qui sont LGBTQ+ friendly, c'est-à-dire il y a Niagara Falls qui n'est même pas loin d'ici, il y a Sainte-Catherine qui sont aussi des villes qui sont pas loin de Toronto, très abordables. Il y a Hamilton qui est très abordable aussi. On a 20 Valley, on a Brookville, on a Prince Edward County, on a Kingston, on a 100 Island, Kanoke, Port Hope, Muskoka. Ça, c'est juste quelques villes j'ai sélectionnées. En fait, je pense, mis à part Toronto, bien évidemment, Toronto, c'est l'une des villes qui est très, très, comment dire, friendly. Inclusive, qui est un village. Exactement. Donc, il y a tellement de villes qui existent même aux alentours de Toronto qui sont friendly, qui ne sont pas sur cette liste-là. Comme je dis, à la fin de la journée, vous devez vous sentir bien chez vous. Si vous visitez une ville et que vous vous sentez bien, this is where you should be. Mais Melika va vous parler un peu plus des ressources qui sont disponibles dans chacune des villes que j'ai juste mentionnées ici. Il y en a plusieurs, elle va vous présenter ça. Melika, est-ce que je te passe la main maintenant ou je continue? Je te laisse continuer, puis je vais le faire à la fin, parce que je peux aussi l'envoyer par courriel. Merci. OK, ça marche. Maintenant, la question c'est, quels sont les différents processus d'achat? La partie planifiée et préparée, c'est à peu près la partie qu'on a élaboré un peu là-dessus, pour que vous puissiez un peu comprendre c'est quoi l'immobilier, qu'est-ce que dans l'immobilier, pourquoi l'immobilier. Ça, c'est la partie planification. Et c'est la partie où vous allez penser à quel type de maison je vais acheter maintenant. Où est-ce que je vais acheter maintenant?
combien j'ai pour acheter ma maison. Quels sont les programmes que j'ai pour pouvoir acheter ma maison. Ça, c'est la partie planification. C'est-à-dire, avant de commencer quelque chose, planifier où est-ce que je m'en vais. OK? Après, c'est la partie finance. Partie planification, c'est OK, je sais que je vais à Montréal, voici mon itinéraire. Ça, c'est la planification. Partie finance, c'est la partie où vous devez mettre en place les différents systèmes de financement. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'emprunt? Quel type d'emprunt j'ai besoin? Quel type de prêteur je vais faire avec? Quel est mon crédit score? Comment mon crédit score va m'affecter? Quels sont les programmes gouvernementaux qui existent pour m'aider avec mon versement initial, pour m'aider avec mon paiement, etc., etc. C'est la partie financière qu'on va parler la semaine prochaine. On a fait juste une session pour ça, parce que c'est une partie très importante. Sans argent, on ne peut pas acheter, bien évidemment, right? Il faut au moins une source d'argent pour pouvoir acheter. Donc, ça, c'est la partie où tu mets l'essence dans ta voiture. Maintenant, visite des maisons, c'est la partie un peu plus plaisante. On a fait notre planification, on sait combien on va pouvoir acheter notre maison. On a été préqualifié. Maintenant, on va sélectionner les maisons qui nous plaisent et puis on va aller faire les visites des maisons. Et puis de cela, on sélectionne la maison qui nous plaît et on met l'offre là-dessus. Quand on met l'offre là-dessus, on va aller avec l'acheteur des va-et-vient. Moi, je vais acheter ta maison à tel montant. Je veux que tu me donnes ta maison pour telle date. Je vais déménager à telle date. OK, voici mes conditions. Voici X, Y, Z. Donc, quand l'offre est acceptée, quand tout le monde est d'accord avec l'offre est signée. Maintenant, on envoie l'offre dans la partie clôture. La partie clôture, c'est la partie où on envoie l'offre à l'avocat. L'avocat s'assure que tout est correct, que tout le monde est protégé. Maintenant, tout est dans l'ordre. Vous allez maintenant passer par la partie où vous allez faire l'inspection de la maison. Vous allez acheter le notaire pour changer le titre de la maison. Vous allez vous assurer que la provenance de l'argent est correcte, etc., etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la clôture de la maison. Je vais juste ajouter un petit point ici. La plupart des gens pensent au financement en termes de financement avec le down payment, le versement initial, mais ne pensent pas aux frais de clôture. Quand vous achetez une maison, vous avez les frais de versement et puis vous avez les frais de clôture. Les frais de clôture qui sont peut-être les frais d'avocat, les frais de notaire, les frais d'inspection, les frais les taxes de bienvenue, etc. OK? Donc, ça, ce sont des frais aussi que vous devez tenir en compte dans votre financement. J'ai des questions ou j'avance? OK. Si vous avez des questions, juste commenter que le financement ne couvre pas les frais de clôture. C'est complètement séparé. Juste pour laisser savoir si vous faites un prêt hypothécaire. Oui, Alain? Oui, je pense que dans le tableau, je ne vois pas, parce que ma préoccupation, c'est surtout au niveau de l'âge, parce qu'un jour, j'étais avec mon manager, il disait que je me prépare à acheter une maison. Il m'a dit, vu ton âge, tu as les difficultés de prendre une maison à Toronto parce que les maisons à Toronto sont élevées. Mais si tu n'as pas la chance de prendre une maison à Toronto par rapport à quelqu'un qui est peut-être 10 ans ou 20 ans moins âgé que toi, parce qu'ils vont tenir compte de la durée du remboursement du prêt. Parce que quelqu'un qui a, par exemple, 30 ans, il s'achète une maison qui va rembourser, il prend un prêt peut-être pour rembourser dans 30 ou 25 ans. Donc là, il va rembourser ayant 55 ans ou 30 ans. Bon, maintenant, quelqu'un qui a 50 ans ou 60 ans, s'il prend un prêt pour rembourser dans 25 ans ou 30 ans, il aura 85 ans ou 90 ans. Bon, il m'expliquait donc que avec l'âge, tu as plus de difficultés d'avoir une maison
que celui qui est moins jeune. Est-ce que je me fais comprendre? Non, on vous a bien compris, Alain. Ouais. Merci beaucoup pour ce point-là. Je vais juste prendre une petite métaphore. C'est sûr que quelqu'un qui a commencé à investir à ses 18 ans, à plus à la fin de la journée, peut avoir plus généralement que quelqu'un qui a commencé à l'âge de 30 ans. Mais encore une fois de plus, il n'est jamais trop tard pour commencer. L'erreur, ce sera de ne pas commencer. Sûrement, et puis en même temps aussi, j'aimerais clarifier que tout dépend du prêteur. Est-ce que le prêteur te fait confiance? Parce que le prêteur peut te prêter plus d'argent à toi qu'à un jeune. Parce qu'il voit que toi, tu as la capacité de repayer son argent. Donc, tout dépend du cas par cas. La première étape, c'est juste de rentrer sur le marché. Il n'est jamais trop tard pour bien faire ou pour plus commencer. Ne pas surtout mettre de barrière d'âge ou de barrière de je n'ai pas d'argent. Informez-vous. Et ces informations en général ne vous coûtent presque rien. Parlez avec un agent immobilier, c'est gratuit. Parlez avec un prêteur hypothécaire, c'est gratuit. Ce sont des choses qui peuvent vous aider à vous éclairer sur les différentes étapes dont vous avez besoin pour acheter votre maison. Ça commence à vous aider à planifier. Oh, moi, je pensais acheter une maison. Ah, mais je ne savais pas que j'avais besoin d'économiser tel montant. Je ne savais pas que j'avais besoin de tel pourcentage. Je ne savais pas qu'il y avait tel programme qui était là. Donc, cela va vous aider. Je pense que Melika veut compléter. Oui, ta co-animatrice. Alors, une chose que parfois qui se passe, puisque ma sœur vient de le vivre, si tu avances en âge, parfois, elle te demande de payer un plus grand dépôt. Alors, ça peut varier. Alors, tout dépend du prêteur, bien sûr. Alors, au lieu de prendre 25 ans pour rembourser, peut-être c'est une période de 15 ans, ou ils vont vous demander de mettre un plus grand dépôt, un plus grand down payment pour avoir, pour pouvoir raccourcir votre hypothèque. Alors, ouais, ça va. Tout dépend du prêteur, mais c'est vrai que ça se peut qu'on prête différemment à quelqu'un qui est plus jeune que quelqu'un qui est plus avancé en âge, mais encore la cote de crédit affecte aussi. Mais c'est vrai qu'à 80 ans, ils vont probablement me demander un dépôt plus élevé que quelqu'un qui a 35 ans. Parce que le montant de carrière est très différent, alors la source de revenus. Alors, tout dépend de la source de revenus aussi. Vous avez des épargnes, ça fait longtemps aussi, ça aide. Alors, le dépôt pourrait être plus grand. Exactement. Merci beaucoup pour l'ajout. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, Andy. Moi, c'est Yannick. Oh, Yannick, ok. Yannick, bienvenue. Merci. Bon, moi, j'ai une question. Quel est le statut légal pour avoir une maison au Canada? Très bonne question. Beaucoup d'entre vous avez peut-être entendu parler du changement que le gouvernement a fait le 1er janvier 2023. Donc, le 1er janvier 2023, le gouvernement veut diminuer l'apport des étrangers dans l'immobilier au Canada. Donc, ils ont mis en place des restrictions pour les étrangers d'acheter ici. Donc, par exemple, si vous êtes étudiant, vous pouvez toujours acheter. Si vous avez un permis de travail, vous pouvez toujours acheter aussi. Si vous êtes visiteur au Canada, vous ne pouvez plus acheter jusqu'à dans 2 ans. Si vous êtes une entreprise qui est étrangère qui veut acheter, vous ne pouvez plus acheter. Encore une fois de plus, il y a d'autres, il y a des conditions, des règles, des conditions qui s'appliquent. Il y a beaucoup d'exceptions qui existent. Je ne peux pas tout nommer ici. Ce que je vais faire, je vais envoyer à Melika un lien qui va vous expliquer plus en détail. Ou si vous me donnez votre email, je vais juste envoyer ce matin à tout le monde dans ma base de données un résumé de ce qui se passe. Qu'est-ce que vous devez savoir sur les nouvelles règles qui sont en jeu. Donc, je pourrais vous envoyer ça aussi par courriel avec un détail et puis une brochure que vous pouvez garder comme fiche pour vous guider dans cette démarche-là. Mais juste rapidement, pour pouvoir acheter comme un citoyen ou une citoyenne canadienne, pour avoir accès au dépôt de 5 à 20 %, c'est les résidents permanents et les citoyens et citoyennes canadiennes, si je me souviens bien. Il y a des exceptions qui s'ajoutent aussi dans ça. On va continuer. Maintenant, j'aimerais que vous preniez peut-être un screenshot, une feuille,
pour notre prochaine rencontre, j'aimerais que vous, au moins, vous m'aidiez aussi à vous aider. Quelles sont les 5 villes où vous voulez vivre? 2 types d'investissements que vous voulez investir. On a vu les différents types d'investissements. Quels sont les 2 types d'investissements dans lesquels vous voulez investir? C'est quoi votre budget? Vous voulez continuer la location ou vous voulez acheter? Comment atteindre votre cible? C'est la partie où vous allez planifier. Je vais acheter dans telle date. Comment je peux atteindre mon cible? Comment je peux atteindre mon cible en termes de budget, en termes de préparation? Par exemple, code de crédit, j'ai un code de crédit je prends un exemple comme ça, 600 points. Comment je peux faire pour améliorer mon code de crédit jusqu'à 700, etc., etc. OK, quelles sont les différentes étapes que je dois prendre pour pouvoir y réaliser? Quelles sont les personnes que je dois contacter qui peuvent m'aider aussi? Prenez un screenshot et puis la semaine prochaine, notre prochaine session, on pourra en parler en détail. J'aimerais attendre beaucoup de vous et peut-être en fonction de cela, je vais mieux pouvoir orienter la formation avec Melika. Maintenant, question. Voici mes informations. Est-ce que vous avez des questions? Ok, on est prêt dans le temps. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que tout ce que j'ai dit, ça vous a confus? Ou vous avez des questions par rapport à des points que vous voulez avoir de plus de clarification là-dessus? Ou vous pouvez m'écrire aussi, je vais vous répondre si vous ne vous sentez pas à l'aise de poser la question ici dans le groupe. Mais toujours, encore une fois, plus c'est une conversation. Et, Moi, j'ai une question, Omo, pardon. oui, vas-y. Est-ce que, bon, c'est un peu hors sujet, mais puisque tu es realtor, Ok. est-ce qu'on peut te contacter si on a besoin de trouver un appartement ou louer ou autre chose? Oui, tu peux me contacter pour ça aussi. Très bien, merci. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une anecdote. J'ai ma belle-sœur qui avait acheté un condo pré-construction. Donc, elle l'a acheté entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, originalement, je pense que c'est un projet sur 3 ans. Originalement, le condo de 2 chambres à coucher s'est vendu à 350 000 du développeur à l'individu. Elle l'a acheté de l'individu 1 an et demi plus tard. C'était encore pas complété, à moitié construit, pour comme 500 000 $. Alors, la personne qui l'a acheté a payé pour du papier. C'était même pas encore construit. Puis ils ont déjà fait comme 150 000 $ de profit en le revendant avant que ce soit même complété. Alors, pour répondre à la question de John, qui n'est malheureusement plus ici, parfois les préconstructions peuvent te faire du profit sans même y habiter. Juste, ça, c'est un commentaire intéressant. Ce n'est pas toujours le cas, mais comme le prix de l'immobilier augmente, parfois, tu peux faire de l'argent sur de l'air. Ça, Interesting. Juste en parenthèse là-dessus, ça, c'est ce qu'on appelle cessation. On appelle assignment. Donc, toi, tu vas acheter à l'acheteur initial pour pouvoir compléter avec le développeur. On appelle ça session de préconstruction, assignment. Donc, il y a beaucoup d'assignments qui se passent maintenant. Il y a actuellement beaucoup d'assignments qui se passent maintenant. Je reçois chaque jour des assignments parce qu'il y a des gens qui, en 2020, ont pensé acheter une maison parce que le coût était peut-être plus abordable ou parce qu'ils pensaient avoir plus accès à des financements plus abordables. On se retrouve en 2023, le taux est élevé, ils ne peuvent pas fermer, ils ne peuvent pas clôturer l'achat de la maison, ils ne peuvent pas prendre l'hypothèque parce que l'hypothèque sera plus élevée pour eux. Donc, ils sont obligés de vendre leur préconstruction. Au moins, une autre question. Oui. On va finir la soirée ici, apparemment. Est-ce que toi, tu as des listings de condos préfabriqués, je veux dire sur papier, pour des appartements? Oui. Et je peux savoir à peu près ça, c'est combien? Ça dépend de là où tu veux habiter. Downtown? Downtown, encore, j'ai plusieurs projets en main. Je peux peut-être quoi? Shoot.
Il y a peut-être 5 projets en même temps qui se trouvent à Downtown à venir. Et les prix On parle de varient. combien à venir? 2 ans, quelque chose comme ça? J'ai 2024, Ok. j'ai 2026, j'ai 2025, j'ai 2023. Donc, ça dépend Ouais. du projet en tant que tel. Ça dépend du développeur parce que chaque développeur a ses coûts. Oui. Ça dépend de Pour la un truc bien et pas cher, on va dire. Tu dis une chambre à coucher? Une chambre à coucher? Ouais, une chambre à coucher, oui, c'est tout. Tu as vu le diagramme au début, c'était 700 000 $. C'est 700 Dans, 000 maintenant? Non, mais, dans- mais sur papier, c'est moins cher normalement, non? Pas forcément, non. Ah, pas forcément, ok. Pas forcément. C'est pour ça que je dis ça dépend de chaque cas. Ok, Ben, franchement, ça varie. ok, Ça bon. varie vraiment. Il y a tellement de projets qui se trouvent maintenant à Toronto. Il faudra qu'on s'assoie, on te dit, OK, c'est quoi ton budget? C'est Ouais, quoi quel type on de en maison? reparlera au moment voulu. Au moment voulu, c'est ça. Il y a une question dans le chat. Est-ce que Oui. si on n'a pas les moyens pour payer une maison, comment on va faire d'abord? Alors, si en ce moment, disons que j'imagine que tu es sous-employé, tu réussis à peine à payer ton loyer comme tel, comment même penser épargner pour acheter une maison? J'interprète ce qu'il y a dans le chat. Wow, ça, c'est une très bonne question. Et ça tombe bien que tu me le poses parce que aujourd'hui, je m'assois et je vois beaucoup de bons deals sur le marché. Des maisons qui se vendaient à des millions et quelques. Tu peux trouver par exemple, des maisons unifamiliales. Tu peux trouver des différences de 300 000. Maintenant, pour répondre à la question, l'achat d'une maison, il y a tellement de façons d'accéder à une maison. Soit ce que tu peux faire, si tu as des frères ou des sœurs ou une famille avec qui tu peux t'associer, vous pouvez vous associer et puis acheter une maison. Et puis vous pouvez y vivre dedans, vous pouvez louer. Et puis après quelques années, cette maison prend de la valeur. Vous prenez l'équité dedans, vous allez acheter une autre maison. C'est ce que certaines communautés font. Ils habitent ensemble dans une maison, ils payent cette maison très rapidement ensemble. Quand l'équité, allez acheter notre maison, vivre dans cette maison ensemble, notre maison, ils le louent, et puis prennent l'équité de ça et puis acheter notre maison. À la fin de la journée, peut-être sur une durée de 5 ans ou 10 ans, chacun a sa propre maison. Exemple. Ou tu peux demander aussi des fonds de la famille qui peuvent te faire des dons et qui peuvent te permettre d'accéder à l'achat d'une maison. Maintenant, si tu es sans emploi, peut-être que tu as beaucoup de savings. Peut-être que tu as beaucoup de revenus. Beaucoup d'épargne qui peuvent te permettre d'avoir accès. Je prends un exemple d'une de mes clientes. Juste simplement, ses revenus n'étaient pas aussi élevés, mais ses parents lui avaient cédé, comme on appelle, le nom en français m'échappe, lui avait donné de l'argent après la disparition de sa mère, qui était très, très, très conséquent, qui lui permettait même d'acheter 60% du prix de la maison. Donc, avec son salaire qui était un peu maigre, on a pu quand même la qualifier pour pouvoir acheter une maison. Il y a beaucoup d'options qui existent, honnêtement. Ne laisse pas ça être un frein pour toi. Prends le devant. Au moins pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour changer cette situation. C'est pas parce que tu es un employé ou tu es dans une situation un peu plus précaire maintenant que tu dois te bloquer sur ça. Prends le pas, dis, OK, qu'est-ce que j'ai besoin pour changer et puis avoir ma maison? Qu'est-ce que j'ai besoin? Moi, si tu sais de quoi tu as besoin, tu peux prendre l'action sur ça. On a une question d'Alain. Oui, déjà, elle a parlé un peu de l'association. C'est de ça que je voulais poser comme question. Et maintenant, quand des personnes s'associent pour prendre une maison, quel est l'aspect légal qu'on prend pour pouvoir préserver les intérêts de chaque participant? Je prends peut-être, on a un groupe de 5 amis, on veut prendre une maison. Est-ce qu'il faut que le groupe se constitue en société ou bien est-ce qu'il faut aller chez un notaire pour que les notaires établissent un cadre légal pour sécuriser
les fonds de chaque personne. Parce que, bon, on peut peut-être cotiser de l'argent pour prendre une maison et on va acheter une maison. Est-ce qu'on achète la maison au nom d'une seule personne ou au nom des 5 personnes qui ont cotisé? Est-ce qu'il y aura un cadre légal qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir aller dans ce sens? Très bonne question, Alain. Dans le cas, il existe plusieurs possibilités. Soit vous pouvez former une société que vous allez enregistrer légalement et que c'est cette société qui va acheter sous votre nom. Ça, c'est possible, mais ça implique plus de paperasse légale. Maintenant, il y a une autre option où vous allez vous mettre ensemble et dans ce cas-là, oui, légalement, moi, je recommande toujours à mes clients, allez voir un notaire ou un avocat qui va faire un contrat, qui dira, OK, Jacques XYZ sont ensemble pour acheter une maison. Et chaque personne a tel pourcentage de cette maison. Si l'avocat va vraiment aller en détail. Qu'est-ce qui va se passer si le contrat finit? Qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un n'a pas respecté le contrat? Qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un n'a pas payé le mortgage, l'hypothèque? Qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un veut céder sa part? Donc, l'avocat signe ça. Maintenant, sur le titre de la maison, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez que tout le monde soit sur le titre de la maison ou vous voulez juste avoir telle ou telle personne sur le titre de la maison? Right? Donc, tout ça, c'est à vous de décider, mais on peut avoir plusieurs noms sur le titre de la maison. Ce n'est pas juste un seul nom. J'ai répondu à ta question, Alain. Très bien, très bien. Très bien répondu. OK, parfait. Moi, j'ai une question. Oh, vas-y. OK. Apparemment, c'est très difficile d'économiser. OK. Ça, c'est un premier point. OK. Aussi, c'est difficile d'avoir un bon crédit. Voilà. Maintenant, supposons que ce dernier-là est en mesure d'avoir un co-signateur. Est-ce qu'il peut l'utiliser pour payer la maison? Et même s'il l'utilisait, comme du genre on le fait pour les voitures, par exemple, est-ce que le nom du co-signateur va figurer dans les documents ou c'est son choix? OK. Très bonne question. Côté économie, je vais juste aller brièvement là-dessus, mais on va aller en détail dans la partie financière. Côté économie, il y a tellement d'options de pouvoir épargner. Savez-vous que vous avez un compte retraite épargne dans lequel vous pouvez économiser pour pouvoir vous permettre d'acheter votre maison. En même temps, vous économisez sur les taxes parce que vous payez moins de taxes. Vous pouvez déduire l'investissement que vous avez fait dans votre compte retraite épargne. En même temps aussi, dans le futur, vous pouvez utiliser ce compte-là pour pouvoir acheter votre maison. À cela, on peut ajouter aussi le fait que, par exemple, vous avez des programmes qui peuvent vous aider à compléter votre versement initial. C'est des programmes du gouvernement qui existent. Il y a tellement d'options que je ne vais pas prendre de temps aujourd'hui. On va en parler dans la session prochaine. Maintenant, côté code de crédit, ça, c'est important. Oui, est-ce qu'avec 500 ou avec, disons 570, est-ce que je peux avoir une maison? Oui, tu peux avoir une maison. Tu peux acheter une maison, oui. Mais à quel taux? C'est la question. Parce que là, tu vas être peut-être obligé d'aller chez un prêteur, qu'on appelle ça un prêteur privé. On appelle ça en anglais, je n'ai pas le mot en français, mais ça s'appelle ça hard lender. Ce sont des prêteurs qui sont plus corsés, qui vont te donner plus. Ils vont peut-être dire, OK, parce que je vais te prêter l'argent, je serai sur le contrat de ta maison. Si tu ne payes pas, je serai propriétaire de ta maison. Je vais te prêter le taux à un taux de 17%, exemple. Ouais. Donc, peut-être ce sera à vous de bien travailler sur votre code de crédit. Est-ce que tu peux acheter un compte de plus? Oui. Parlez avec un prêteur. Au moins, tu vas comprendre. Est-ce que cette situation m'arrange? La personne va te dire, OK, moi, je peux t'offrir ça. Après, tu pars chez Y. Moi, je peux t'offrir ça. Z, tu pars chez Z. Z va dire, OK, moi, je peux t'offrir ça. C'est à toi de voir, est-ce que ce sont des conditions qui m'arrangent? Oui, non, oui. Est-ce qu'il faut vraiment que je rentre sur le marché? Oui, non, oui. Ça dépend de tes choix. Maintenant, partir co-signateur. Oui, le co-signateur, quand quelqu'un co-signe pour toi, la personne fait partie de la maison. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème, la personne doit être responsable aussi de la maison.
Donc, si quelqu'un co-signe pour toi sur ton mortgage, ça fait partie. C'est pour ça c'est important de savoir pour qui vous co-signez et avec qui vous co-signez aussi. Et assurez-vous que si vous co-signez avec quelqu'un, vous n'êtes pas trop à l'aise, assurez-vous que, mis à part l'offre, vous avez un contrat à part qui décrit qui est qui fait quoi, etc., etc. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Oui. Rapidement, j'ai une dernière dans le chat qui dit j'ai pas d'argent pour payer ce mois, je vais faire quoi maintenant? Alors, si vous êtes en location, je peux répondre rapidement. Il y a un nouveau programme de différents centres communautaires, par exemple, le centre francophone en a un, où ils reçoivent de l'argent de la ville de Toronto pour aider avec les arrières, si vous êtes en location, ou pour vous aider à avoir votre premier appartement, alors pour payer le first and last, alors votre dépôt et puis le premier mois. Donc, vous pouvez me contacter, puis je peux vous référer vers un de ces partenaires qui ont des programmes d'aide financière au logement pour le Grand Toronto et la région de Peel. C'est les deux zones qui ont ce programme en ce moment. Si jamais vous avez peur de ne pas pouvoir payer votre loyer ou vous avez déjà des arriérés, ils peuvent vous aider avec ça. On peut les contacter pour leurs critères d'admissibilité aussi. Mais oui, alors parlez à votre travail d'établissement chez Franco Queer. Je peux vous appuyer avec cela. J'aimerais vraiment prendre un moment pour dire un gros merci à Oumou ce soir. Tu as répondu à plein de questions. Heureusement que cette série a 3 parties, donc on va se revoir. N'ayez pas peur. Alors, vous pouvez réfléchir à ce qu'on a appris aujourd'hui, faire vos devoirs. Je vais vous envoyer par courriel un résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui et puis les devoirs à préparer pour la prochaine fois. Puis vous pourriez aussi vous poser des questions supplémentaires avec plaisir, parce que là, on va vraiment voir l'aspect finance. Et aussi des programmes disponibles pour aider les communautés nouvelles arrivantes ou racisées à entrer dans l'immobilier. Alors, n'ayez pas peur, il y a quelques ressources, mais il y aura du travail fort à faire aussi. Donc, rapidement, je vous partageais qu'il y avait pour les villes qu'elle avait nommées, j'ai mis quelques exemples de villes comme Windsor ou Sudbury, où il y a des communautés, mais partout il y a des communautés LGBTQIA+, juste qu'ils ont des comités de la fierté. Alors, il y en a qui ont des parades, ils ont des services de santé, il y a des groupes sociaux ou sociaux pour les femmes, les hommes, la communauté transgenre et autres. Alors, il y a vraiment des ressources énorme à travers l'Ontario. Alors, souvent, je vais faire une recherche Google pour voir, je dis le nom de la ville et puis LGBTQ Services. Et puis là, je vois plein de choses différentes. Alors, Kingston, Sudbury, il y a une belle communauté francophone. Il y a aussi des communautés francophones à Sault-Sainte-Marie, Sturgeon Falls. Mais il ne faut pas oublier que c'est un peu comme Toronto. On dit que le Canada est bilingue, mais il y a des petites poches francophones à gauche et à droite, mais pas tous les services seront en français. Donc, dans la vidéo des communautés accueillantes que je vais vous envoyer aussi, ils veulent recruter des francophones pour pouvoir agrandir les écoles francophones, agrandir les services francophones. Alors, souvent, vous allez être encore minoritaire au niveau du français, mais il y a quand même des options parce que les prix sont beaucoup plus abordables plus que vous vous éloignez des grandes villes comme Toronto, Ottawa. D'accord? Alors, je vais vous envoyer ceci par courriel aussi. Rapidement, les activités à venir. Alors, on a la deuxième partie de cet atelier qui sera le 2 mars. Alors, on va parler financement, très important. Il y a aussi un nouvel atelier où on pourra s'exprimer au niveau artistique avec notre partenaire Ekin. Alors, c'est un groupe de théâtre qui vont faire des séances jusqu'à la fierté avec Franco Queer pour monter une présentation artistique. Ça peut être de l'art visuel, le chant, raconter des histoires, mais c'est vraiment par rapport à notre vécu comme membre de la communauté franco-queer. Donc, tous et toutes sont les bienvenus. Il y aura une séance d'information ce samedi. L'heure à être reconfirmée, puisqu'il y aura un petit changement. Et si vous voulez vous rencontrer en présentiel, il y aura la table arc-en-ciel ce samedi 25 février à 18h, si je ne me trompe pas, au bureau de Franco Queer. Donc, on a hâte de vous voir en virtuel et en présentiel. C'est pas trop tard pour inviter vos amis à participer à cette série d'ateliers. Elle sera enregistrée et puis je vais aussi partager le lien avec tout le monde. Et puis, ça sera sur le site de Franco Queer dans quelques semaines. Donc, un gros merci à nos bailleurs de fonds qui nous soutiennent les projets de Franco Queer et nos initiatives, donc le ministère d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ainsi que la province de l'Ontario. Merci
énormément pour ton temps, Oumou, ce soir. On a un peu beaucoup dépassé, mais c'est un sujet très intéressant. Puis il y a tellement d'astuces à explorer. Donc, merci beaucoup pour ton temps, ta préparation et les réponses. Et on a hâte de te revoir bientôt. Merci beaucoup, Melika, pour m'inviter. Merci à tout le monde d'être présent.